Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Alors que l'autorisation du glyphosate va expirer mi-décembre, la Commission européenne a proposé aux États membres de renouveler pour 10 ans l'autorisation de cet herbicide controversé dans l'UE, présent notamment dans un produit comme le Roundup développé par le groupe Monsanto. Cette proposition de la Commission sera soumise au vote des députés européens le 13 octobre prochain. Pour en débattre, nous recevons Jean-Baptiste Moreau, agriculteur et ancien député de la Creuse. Bonjour. Et Bertrand Alliot, porte-parole d'écologie. Alors, est-ce que vous nous entendez, Jean-Baptiste Moreau ? Oui, je vous entends bien, oui. Je vous entends parfaitement bien. Parfait. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes agriculteur. Quelle est l'utilisation du glyphosate et comment est-il appliqué sur les cultures ? Est-ce que c'est un mélange ou bien c'est un liquide pur qui est répandu ? Alors déjà, il n'est pas appliqué sur les cultures elles-mêmes, puisque c'est un herbicide et que si on l'appliquait sur les cultures, il c'est sur la terre, oui. Crever absolument tout ce qui pousse. Donc c'est pas vraiment le but. Il est appliqué principalement en interculture globalement. Mais au-delà de ça, j'ai été aussi député. Effectivement, j'étais aussi rapporteur de la mission d'évaluation justement sur la sortie du glyphosate, puisque j'étais rapporteur de la loi Egalim 1 en 2018. Et donc, c'est suite à cette loi Egalim où on a refusé d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi qu'on a déclenché cette mission, où on a auditionné un certain nombre de scientifiques, on a auditionné un certain nombre d'acteurs des filières agricoles pour questionner justement sur les possibilités d'interdiction du glyphosate et sur les impasses que provoquerait cette interdiction, les impasses techniques, agronomiques et les problématiques que ça poserait aux différentes productions, parce que suivant les productions, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et donc, on a adopté depuis lors une législation qui limite les usages du glyphosate en France, globalement, ce qui a conduit globalement à diminuer de 30% l'usage du glyphosate depuis 2 ans environ. Donc voilà, la France a montré l'exemple sur ce qui pouvait se faire autour du glyphosate, pas une interdiction totale, mais une restriction des usages aux usages qui n'ont pas d'alternative aujourd'hui. Et on entend par alternative économiquement viable et écologiquement viable. Il ne s'agit pas de supprimer le glyphosate pour le remplacer par une molécule encore plus dangereuse, puisque il y a effectivement une étude du CIRC qui est là classée comme cancérogène probable. Par contre, vous avez à peu près 70 à 80 études qui le montrent qu'il n'est pas dangereux pour l'homme. Alors après, on peut avoir le débat sur la biodiversité, sur son usage, sur la façon dont il est utilisé de façon massive au cours des dizaines de dernières années, mais globalement, sa dangerosité pour l'homme, c'est la conclusion auquel est arrivée l'EFSA, n'est pas avérée dans un usage, on va dire, raisonnable et traditionnel. Donc, moi, à mon avis, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas tant l'interdiction du glyphosate que l'ensemble des pays européens nous rejoignent sur cette stratégie de diminution de son usage, parce qu'il a été utilisé effectivement massivement et de façon importante au cours des 40 dernières années, mais pas par plaisir, hein, parce qu'il est efficace et parce qu'il est peu coûteux. Ouais, alors Bertrand Alliot, est-ce que vous pouvez revenir sur son utilisation et sur ses potentielles alternatives ? Oui, alors écoutez, il est utilisé, comme l'a dit Monsieur Moreau, comme herbicide, hein, avant notamment l'implantation des cultures, sauf peut-être en Espagne. Et Monsieur Moreau, là d'ailleurs, enfin, je suis pas spécialiste de ça, mais sur le maïs GT, je crois qu'il est mis justement parce que le maïs est résistant au glyphosate, enfin certains types de maïs transgéniques, mais je suis pas un spécialiste de ça, mais il me semble que dans certains pays, il est utilisé un peu différemment. Oui, en dessiccation oui, effectivement, ça peut exister dans certains pays avant récolte, effectivement, mais c'est plus le cas en France depuis de nombreuses années. Ouais, c'est ça. Et normalement, en Europe, c'est plus trop autorisé, mais effectivement, il y en a quelques-uns qui se le permettent. D'accord. Donc, il est utilisé comme herbicide. Et au niveau des alternatives, c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce qu'il est peu coûteux, effectivement, et efficace. Et en fait, l'INRA a essayé, justement, il a réussi à se passer du glyphosate. Mais ça a été très compliqué. Il a fallu augmenter le temps pour les agriculteurs, c'est-à-dire passer le glyphosate, c'est assez rapide. Mais vous avez, quand vous avez d'autres techniques, eh bien, c'est plus long. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu un investissement plus important en matériel agricole, donc ça a coûté plus cher. Et en plus, les alternatives sont moins efficaces. Et même au niveau écologique, si vous voulez, c'est d'ailleurs là où est le paradoxe, c'est que le glyphosate, on peut dire qu'il est relativement
efficace d'un point de vue biodiversité, dans la mesure où il va se débarrasser effectivement des mauvaises herbes, pour le dire simplement, mais il va permettre aussi de ne pas retourner le sol, et c'est pour ça que, en fait, en agriculture de conservation des sols, il est utilisé, il est même indispensable. Et donc, ça permet à certains agriculteurs de ne pas retourner les sols et donc de favoriser une biodiversité assez importante, d'être un puits de carbone également. Et donc, c'est tout le paradoxe de cette interdiction, de cette possible interdiction au niveau des écologistes, si vous voulez, qui sont, je dirais, de façon un peu obtuse contre, mais parce qu'ils sont à peu près contre tout ce qui est novateur ou tout ce qui est technique, parce qu'ils veulent revenir à une agriculture, je dirais, plus traditionnelle, mais qui n'est plus de notre époque, quoi. Mais encore une fois, ça peut créer des problèmes environnementaux plus importants de supprimer le glyphosate. Il faut toujours se poser la question, par quoi je remplace ce que j'interdis? Et dans le domaine de l'environnement, c'est toujours le même problème. On peut parler des plastiques, par exemple. Si j'élimine le plastique, par quoi ça va être remplacé? Et est-ce que l'alternative sera mieux? C'est jamais évident. On va y revenir dans un instant. Restez avec nous. Il est 8h et c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, pour, contre. La table ronde. Et nous sommes avec Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la Creuse et agriculteur, et Bertrand Alliot, porte-parole d'Action Écologie. Alors Jean-Baptiste Moreau, je vous rends la parole. Vous nous parliez des alternatives potentielles au glyphosate. C'était la question, si on interdit un herbicide, comment le remplace-t-on concrètement ? Oui, mais c'est tout l'enjeu. Moi, j'aime pas trop les yaka faucons, et l'agriculture, elle est assez mal régie par les yaka faucons parce elle est régie par le réel, et donc elle se confronte tous les jours au réel. Et Monsieur Alliot avait raison. On s'est beaucoup appuyé d'ailleurs sur le rapport de l'INRAE à l'époque quand on a travaillé sur notre mission d'information, parce que effectivement, il y a des alternatives. Évidemment qu'on a des alternatives. L'agriculture a existé avant le glyphosate, sauf que ces alternatives, elles sont d'une part, effectivement, souvent beaucoup plus coûteuses pour l'agriculteur, donc il faut que le consommateur accepte de payer cette différence. Et d'autre part, elles sont souvent beaucoup plus dommageables pour l'environnement que l'utilisation du glyphosate. Il a parlé à juste titre de l'agriculture de conservation des sols, qui est une agriculture qui évite le labour, qui permet justement de capter le carbone, de capter les nitrates, d'éviter qu'il soit lessivé dans le sol, parce qu'il y a tout le temps du couvert, y compris en interculture, il y a tout le temps de l'herbe qui pousse ou des cultures qui poussent, et donc on retourne pas le sol, on capte le carbone, mais sans glyphosate, cette technique-là, elle n'existe pas. On pourra plus la réaliser. C'est une technique qui se développe énormément aujourd'hui et qui est environnementalement extrêmement vertueuse. Donc le glyphosate, globalement, effectivement, l'écologie politique en a fait un symbole de façon totalement irrationnelle, hein, comme ils ont combattu le nucléaire pendant des années, ils savent pas vraiment pourquoi, ou alors pour défendre des intérêts étrangers, parce qu'en plus, vous pouvez toujours supprimer le glyphosate en France ou en Europe, ça n'empêchera pas qu'il soit utilisé ailleurs dans le monde. Donc vous mettez un boulet au pied de notre agriculture sans aucune raison globalement, et vous mettez nos agriculteurs dans de grosses difficultés, et avec des risques en plus dans certaines cultures de ne plus pouvoir détruire un certain nombre de plantes, ce qu'on appelle de plantes invasives, qui vont entraîner parfois aussi de la phytotoxicité dans les aliments. Donc je veux dire, des produits dangereux, il y en a eu, et il y en a peut-être encore en agriculture, de produits phytosanitaires. On les supprime au fur et à mesure qu'on trouve des alternatives. Et il y a différentes classes d'herbicides et d'insecticides et de fongicides. C'est ce qu'on appelle les CMR 1, 2, 3. CMR, c'est cancérogène, mutagène, reprotoxique. Alors le glyphosate, il n'est pas du tout là-dedans, puisque effectivement, il y a une seule étude qui a montré qu'il était dangereux. Toutes les autres ont montré qu'il n'était pas dangereux. Donc il est même pas ni 1, ni 2, ni 3. Donc et les CMR1, on les a quasiment, les molécules qui sont en CMR1, elles ont été quasiment toutes supprimées au fur et à mesure. Enfin, le pouvoir politique n'est pas inconscient et ne joue pas avec la santé des agriculteurs. D'ailleurs, quand on regarde toutes les études, comme l'étude Agrican, qui est une étude qui recense toutes les données de la mutualité sociale agricole sur 20 ans, les agriculteurs sont plutôt moins exposés au cancer que la population globale en France. Donc, il y a bien une raison. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont pas plus exposés à cause des produits phytosanitaires, contrairement aux idioties qu'on entend à longueur de médias. Donc aujourd'hui, des alternatives au glyphosate, oui, il y en a, des produits plus nocifs que le glyphosate la plupart du temps, ou alors des technologies plus coûteuses. Donc pourquoi le supprimer si c'est juste pour faire plaisir à quelques-uns et qui c'est scientifiquement prouvé
qu'il n'est pas plus dangereux, à condition évidemment de l'utiliser de façon raisonnable, de pas l'utiliser sur les cultures pour les faire mûrir plus vite et tout ça. Mais c'est déjà le cas en France. Il y a déjà une restriction des usages très importante en France. Il faut qu'on arrive à convaincre nos partenaires européens d'aller dans le même sens. Alors justement, Jean-Baptiste Moreau, quel est cet usage, vous disiez, raisonnable du glyphosate et correct concrètement? L'usage, c'est l'utiliser quand on n'a pas d'alternative. Il y a un certain nombre de plantes. Je pense au liseron, je pense à l'ambroisie, qui aujourd'hui, si vous avez plus de glyphosate pour les détruire, vous avez plus rien finalement. Et puis tout ce qui est usage, à des doses raisonnables, mais c'est déjà le cas puisque l'agriculteur il n'utilise pas les produits phytosanitaires par plaisir, hein, ça coûte cher globalement, et donc il l'utilise quand il en a besoin et qu'il peut pas s'en passer. S'il peut s'en passer, il s'en passe. Hein. Enfin voilà, c'est pas un plaisir de sortir le pulvérisateur pour traiter. C'est vraiment pas dans le but de l'agriculteur quand il se lève le matin. Donc quand il l'utilise, c'est qu'il n'a pas d'autre choix que de l'utiliser. Donc aujourd'hui, globalement, l'usage en France qui est réalisé du glyphosate, je vous dis, on a diminué de 30% les usages et on va continuer à diminuer puisque ça suit une pente naturelle. Il y a eu un certain nombre d'interdictions d'usage fait sur la base de préconisations à la fois de l'ANSES et de l'INRAE, parce que quand on est politique, les décisions les plus intelligentes à prendre, c'est d'écouter la science, et pas d'écouter le buzz médiatique du moment et de pas se conformer à ce qui semble être la mode du moment, parce qu'on a vu avec l'énergie ce que ça nous a coûté d'aller de risquer de sortir du nucléaire. On voit ce que ça coûte aux Allemands, notamment au niveau environnemental. Donc des fois, il faut pas se laisser aller par le buzz médiatique. Tant pis si on se fait attaquer sur les réseaux sociaux. Tant pis si on passe pour un vilain lobbyiste. Mais aujourd'hui, il faut écouter la science. Il faut écouter ce que l'INRAE dit. Il faut écouter ce que l'ANSES dit. Et ce que l'EFSA, l'agence européenne, a dit, c'est que le glyphosate est pas dangereux et donc on peut continuer à l'utiliser. Mais je pense qu'il faut quand même aller dans le sens où la France est allée, c'est-à-dire une restriction des usages aux usages qui sont vraiment impératifs et où on n'a pas d'alternative économiquement et écologiquement viable. Bertrand Alliot, on parlait tout à l'heure du glyphosate qui permet de ne pas forcément labourer la terre, mais le glyphosate détériore la qualité du sol, la vie microbienne des sols? Non, au contraire, c'est plutôt positif. Alors, ça a certains effets, évidemment. Il faut comprendre que, quelle que soit la substance, vous allez avoir des effets sur l'environnement. Hein, si vous, je ne sais pas moi, prenez du purin d'ortie, j'imagine que si on fait des études, on va pouvoir démontrer un certain nombre de choses de son impact sur le sol, sur les êtres humains, ou je ne sais pas quoi. De même que vous avez la bouillie bordelaise, vous savez, en agriculture biologique, c'est très utilisé. Alors, personne râle contre la bouillie bordelaise, mais enfin, il y a quand même du cuivre, c'est un métaux lourd. Donc, et le glyphosate, quand il se dégrade, puisqu'il se dégrade, en fait, assez rapidement d'ailleurs, ne produit pas de métaux lourds, contrairement à la bouillie bordelaise que les écologistes n'attaquent pas. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Non, au contraire, le glyphosate est plutôt, faut reconnaître, une solution plutôt écologique par rapport aux alternatives qui existent. Notamment, on va utiliser, moi c'est des témoignages d'agriculteurs, à chaque fois ils me disent oui, on ne peut plus ou on le fait moins, mais on va utiliser d'autres produits et qui seront, comme le dit M. Moreau, possiblement plus toxiques. Voilà, l'agriculture de conservation des sols où le glyphosate est indispensable et où il est utilisé est plutôt vue comme une agriculture plutôt écologique, disons, où il y aura le développement davantage d'espèces, notamment, par exemple, on sait c'est un des défauts, par exemple, il y a énormément de limaces quand on utilise le glyphosate, et puis il y a aussi beaucoup plus de rongeurs, de mulots notamment. C'est un problème de l'agriculture de conservation des sols. Donc, vous voyez, on peut dire que c'est aussi, ça aussi, c'est de la biodiversité, vous voyez. C'est plus compliqué que ça, il n'y a pas de bien et de mal, il y a un produit qui aujourd'hui a peu d'impact sur l'homme et sur l'environnement. Et donc, on ne peut pas changer de paradigme comme ça en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années même. Il faut s'adapter lentement au risque de détruire non seulement économiquement l'agriculture française, qui est mal en point parce qu'on lui demande, on est très exigeante avec elle, mais en plus, on va, détruire les bonnes conditions environnementales, quoi. On va faire n'importe quoi. Mais ça, dans le monde de l'écologie en ce moment, malheureusement, les élites écoutent trop, en fait, la passion écologique.
Et on est en train de faire des bêtises sur tout un tas de sujets. M. Moreau a cité l'énergie, mais on peut en citer d'autres. Hier, M. Macron, par exemple, M. Moreau le connaît bien, a dit qu'on va se débarrasser des 2 usines qui nous restent à charbon pour faire de l'électricité. Bon, c'est pas parce que vous remplacez des usines qui fonctionnent, il veut faire de la biomasse. Est-ce que la biomasse sera mieux que le charbon au niveau écologique? Mais c'est pas sûr. Sans doute que sur le CO2, ça sera mieux, mais sur tout un tas d'autres sujets, c'est pas mieux, parce que sur la biomasse, on peut détruire des forêts entières pour faire de l'électricité. Est-ce que c'est forcément intelligent? Ce n'est pas sûr, surtout qu'en France, l'électricité est produite essentiellement par le nucléaire et par l'hydroélectricité, et que si il reste 2 usines à charbon qu'on peut utiliser, qui sont en état de marche et qui ont été, disons, qui ont monté en puissance au niveau écologique, ce sont plus les anciennes usines à charbon, eh bien, donc, on n'est pas obligé de s'en débarrasser aussi vite. C'est pas forcément une bonne idée, quoi. Donc, il faut se faire attention aux fausses bonnes idées. Jean-Baptiste Moreau, vous disiez sur X, anciennement Twitter, qu'on doit réduire les pesticides pour des raisons économiques et écologiques. Alors, quelles sont les raisons économiques qui voudraient qu'on réduise les pesticides? Est-ce qu'ils ne sont pas censés augmenter la productivité du sol? Pas du sol, mais la productivité des plantes. Si, on doit utiliser les produits phytosanitaires quand on en a besoin, mais c'est déjà ce que font les agriculteurs. Mais aujourd'hui, il y a sans doute des alternatives. Je pense notamment aux nouvelles biotechnologies de sélection végétale qui vont permettre aux plantes d'être plus résistantes, d'avoir moins besoin justement de produits phytosanitaires comme les fongicides ou des produits ou d'insecticides. Voilà, il y a de la technique, et la science va nous permettre à terme de diminuer nos usages de produits phytosanitaires. Parce que, comme je le disais, pour un agriculteur, ça coûte cher d'acheter des produits, il faut le passer, c'est du boulot. Voilà, donc si on peut s'en passer, autant s'en passer, d'autant plus que quand ces produits-là sont dangereux, on les a déjà supprimés, le pouvoir politique a déjà fait en sorte de supprimer les usages, mais la science va nous permettre, dans les années qui viennent, de réduire nos usages de produits phytosanitaires. Il y a la robotique aussi qui peut servir, on verra, aujourd'hui c'est pas du tout au point, parce que c'est extrêmement coûteux, et ça, mais on voit aujourd'hui des robots se développer qui permettent de détruire les mauvaises herbes, de les reconnaître d'abord quand elles poussent et de les détruire au fur et à mesure par tout un tas de techniques différentes, par des flammes, par des choses comme ça. Donc il y aura certainement des alternatives dans les années qui viennent, mais le temps de l'agriculture, c'est pas le temps de la politique, c'est pas le temps des réseaux sociaux, c'est du temps long. L'agriculture, il faut que les agriculteurs s'adaptent du temps. Je veux dire, on se retourne pas sur une exploitation en 6 mois ou en 1 an, il faut plusieurs années. Donc laissons le temps à l'agriculture de s'adapter, parce que les écolos ont la fâcheuse tendance à expliquer que la France montrera l'exemple et les autres, de toute façon, ils nous suivront derrière. Ouais, on est déjà l'agriculture la plus vertueuse au monde. C'est reconnu par un grand nombre d'instituts et de scientifiques à travers le monde que l'agriculture française est une des plus vertueuses et des plus durables dans le monde. Le problème, c'est qu'à force de vouloir la rendre toujours plus vertueuse en lui supprimant ses moyens de production comme les produits phytosanitaires ou d'autres techniques, elle va finir par être extrêmement vertueuse quand elle sera morte, en fait. Parce que en fait, quand on montre l'exemple tout seul, qu'on augmente les coûts de production de nos agriculteurs, qui du coup ne trouvent plus de marché en face parce que le consommateur n'accepte pas de payer ses produits plus chers, vous favorisez les agricultures étrangères et vous déstabilisez votre propre agriculture. Donc on aura l'agriculture peut-être la plus vertueuse, mais une agriculture morte si on continue à suivre les prescriptions dramatiques de l'écologie politique qui est une écologie de salon et qui ne connaît rien aux réalités agricoles et aux réalités agronomiques. Alors, qu'est-ce qu'annonce cette interdiction que veut maintenir l'Allemagne d'interdire en 2024 le glyphosate ? Non, mais de toute façon, l'Allemagne, elle est pratiquement toute seule à vouloir l'interdire, avec peut-être l'Autriche. Globalement, la plupart des pays européens sont opposés à cette interdiction, d'autant plus que l'avis de l'EFSA aujourd'hui dit que le glyphosate n'est pas dangereux. Donc, je pense qu'il faut aller plutôt sur la position française, à savoir qu'on n'interdit pas la totalité des usages. On a interdit les usages dont on peut aujourd'hui, qui sont substituables par l'INRA l'a montré, par un certain nombre de techniques ou par un certain nombre d'autres produits qui sont pas plus dangereux que le glyphosate, ou de techniques qui sont pas plus nocives pour l'environnement que le glyphosate. Donc on remplace le glyphosate chaque fois qu'on peut, mais on maintient son usage pour des cas où aujourd'hui on n'a pas d'alternative réellement viable. Alors Bertrand Alliot, comment les agriculteurs s'organisent forcément depuis qu'Emmanuel Macron en 2017 puis en 2021 annonce que pour le glyphosate ce sera bientôt terminé. Comment se prépare le monde agricole à cela ?
Bon là, bon, ce serait Monsieur Moreau serait certainement mieux placé que moi pour en parler. Moi, je sais simplement que bon, il est toujours utilisé. Donc, mais de façon générale, si vous voulez, oui, c'est la profession est un peu à la croisée des chemins. On lui demande beaucoup de choses et il s'adapte comme elle peut, parfois en utilisant d'ailleurs des produits, oui, qu'ils avaient dans leur garage, etc. Notamment les anciennes doses de glyphosate qui étaient plus efficaces, je crois. Mais voilà, c'est très compliqué en ce moment d'être agriculteur, je pense. Et qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, on va importer des produits qu'on ne sera pas plus capable de faire, tout simplement. Euh, c'est, c'est un peu triste, mais je ne sais pas comment répondre à votre question en dehors de ces généralités. Mais... Non, mais globalement, moi, c'est pour ça que j'ai lutté de toutes mes forces contre l'interdiction du glyphosate et son inscription dans la loi, parce que ça aurait été effectivement dramatique pour l'agriculture française. Donc aujourd'hui, il y aura pas d'interdiction abrupte. Enfin, ça serait anti-science et ça serait contraire à tous les avis et notamment l'avis de l'agence scientifique européenne. Donc ça serait absolument incompréhensible qu'on aille à une interdiction totale aujourd'hui. Et effectivement, et c'est pour ça. Alors ça n'a pas toujours été mal compris à l'époque. J'ai eu quelques expressions. Effectivement, le président de la République s'était engagé à en sortir. Donc au début, voilà, j'ai fait en sorte déjà que ce soit pas inscrit dans la loi parce que ça c'est dramatique. C'est-à-dire que les interdictions de produits phytosanitaires, globalement, ils passent par décret ou par d'autres méthodes. Mais si ça passe dans la loi, ça veut dire que quand vous voulez, c'est ce qui s'est passé avec les néonicotinoïdes. Quand vous voulez les réautoriser, il faut refaire une loi pour les réautoriser. Enfin, c'est complètement absurde. Donc je me suis opposé vigoureusement à son interdiction dans la loi, à ce que ce soit pas interdit dans la loi. Et puis après, on a travaillé sur du long terme, sur une mission d'information pendant 1 an et demi, pour justement essayer de contrer ce discours écologiste qui a fait du glyphosate un symbole et pour essayer d'expliquer à la fois aux consommateurs. Bon, les agriculteurs, ils ont déjà compris depuis longtemps, mais aux consommateurs que le glyphosate n'était pas plus dangereux que ça non plus, et que surtout les agriculteurs avaient conscience aujourd'hui des préoccupations écologiques du consommateur, faisaient ce qu'ils pouvaient pour s'adapter, mais qu'ils pouvaient pas faire l'impossible, qu'il fallait pas lui demander l'impossible, c'est-à-dire à la fois de produire suffisamment pour nourrir la population, de pas utiliser de produits phytosanitaires. Enfin voilà, c'est les injonctions contradictoires. L'agriculture, elle peut pas faire, elle sait pas faire. Enfin, je veux dire, on peut pas lui demander de produire plus et en même temps de lui enlever tous ses moyens de production et pour avoir de la production de qualité. Donc c'est aujourd'hui, il faut vraiment aller voir les agriculteurs pour le consommateur, les écouter et essayer d'avancer ensemble, mais pas d'avancer les uns contre les autres et pas par la stigmatisation comme le font les écolos la plupart du temps en expliquant que l'agriculture est responsable de tous les maux. Quand c'est pas le glyphosate, c'est les vaches qui par leur eau produisent des gaz à effet de serre. Enfin, aujourd'hui, c'est en permanence. Il n'y a pas une journée qui passe sans que les agriculteurs soient stigmatisés sur leur profession. Et je peux vous dire que ça pèse grandement sur le moral des agriculteurs. Il n'y a pas que ça. Il y a les conditions économiques qui sont pas forcément toujours simples. Mais même aujourd'hui, où dans un certain nombre de productions, ça va mieux au niveau économique, il passe pas une journée sans qu'on tape sur la tête de l'agriculture française, alors que c'est déjà une des plus vertueuses dans le monde et elle s'est déjà beaucoup adaptée à la demande du consommateur en matière de bien-être animal, en matière d'usage des produits phytosanitaires. Donc, voilà, le monde agricole en a un peu ras-le-bol. Qu'on l'écoute pas et qu'on écoute toujours les mêmes qui passent en boucle sur les chaînes de télé, mais qui ne quittent pas le 7e et le 8e arrondissement de Paris, globalement, et les bureaux bien chauffés et bien climatisés l'été. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a ce phénomène auquel on assiste parfois dans les médias, c'est-à-dire des personnes ruraux qui s'installent à la campagne pour profiter d'un meilleur cadre de vie, mais qui constatent ce qui devient pour eux des désagréments, des chants du coq, des élevages à proximité, des odeurs forcément, et donc demain des pesticides. Est-ce que demain les néo-ruraux, comme on les appelle, mettront la pression sur les agriculteurs, ou bien est-ce que ça existe déjà ? Alors, ça existe déjà, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Globalement, nos campagnes, elles ont besoin d'être peuplées aujourd'hui. Elles ont besoin d'attirer d'autres personnes
Voilà, parce que la simple courbe démographique font qu'elles vont continuer à se vider. Et on a un gros souci au niveau du monde agricole, c'est le renouvellement des générations. Aujourd'hui, les fils d'agriculteurs, justement, avec tout ce qu'on dit dans les médias à propos de l'agriculture, ne souhaitent plus s'installer et s'en vont et vont faire autre chose, quoi. Donc, on a d'abord à remotiver les fils d'agriculteurs, puis on a à attirer dans la profession des gens à l'extérieur. Donc, il s'agit pas de stigmatiser l'ensemble des néo-ruraux. Il y en a certains, enfin la plupart, ça se passe très bien, ils s'intègrent bien, et surtout, il faut que les agriculteurs et eux échangent, parce que globalement, ça part souvent d'une incompréhension, mais il y a des agressions d'agriculteurs par des gens effectivement qui arrivent et qui viennent s'installer et qui, on l'a vu plusieurs fois au cours de l'année écoulée, ça reste marginal. Qui se faisaient agresser littéralement dès qu'ils sortaient un outil de pulvérisation, même un autre outil d'ailleurs, parce que souvent ils savent même pas ce que c'est, donc même un outil, même une charrue, des fois ils se font agresser avec une charrue, quoi. Enfin c'est totalement aberrant, mais ça existe, mais ça reste quand même marginal. Mais il faut que l'agriculture communique mieux et plus sans doute vis-à-vis notamment des riverains quand qu'il y ait des explications quand ils traitent, et puis normalement, l'agriculteur, il est pas là pour faire chier le monde, donc il sait que quand c'est un barbecue, quand c'est en plein été, il va pas s'amuser à sortir son pulvérisateur en plein après-midi alors que les gens sont en train de faire un barbecue à côté. Enfin, je veux dire, ils ont du bon sens, donc c'est pas le cas. Mais on va avoir besoin d'attirer de nouvelles populations dans le monde agricole. On va avoir besoin d'attirer de nouvelles populations dans nos campagnes qui sont relativement désertifiées. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la communication et il faut qu'on arrête de taper sur les agriculteurs matin, midi et soir tout le temps sur les pratiques alors qu'elles ont beaucoup évolué et qui continuent à évoluer. Je nie pas que dans les années 70, il y a eu une productivisme, il fallait produire parce qu'on n'était pas autonome. Mais aujourd'hui, on y revient à cette situation. Autant dans les années 90-2000, la production agricole permettait de combler la demande des consommateurs, autant aujourd'hui, on a tellement diminué notre production agricole qu'on n'est plus autonome. Et on n'est plus souverain et on est obligé d'importer. On importe notamment 50% des fruits et légumes qu'on consomme aujourd'hui. Oui, Bertrand Alliot, quelle est l'ampleur de cette perte de souveraineté alimentaire dont la France fait face ? Oui, là, on a, comme le dit M. Moreau, on a des problèmes on est moins souverain qu'auparavant sur les fruits et légumes, sur le poulet aussi, sur un certain nombre de choses. Et vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est de sauver l'agriculture française. Effectivement, on deviendra vertueux, comme le disait M. Moreau, quand on sera mort, quoi. Et donc, oui. Et vous savez, il faut se méfier aussi des discours sur l'agriculture, la petite agriculture ou l'agriculture familiale. Moi, dans une ancienne vie, j'ai contrôlé des agriculteurs, vous voyez. Et sur le bien-être animal, par exemple, j'avais noté de façon assez frappante que les problèmes existaient dans toutes les petites exploitations, en fait. Dans les grosses exploitations, il y avait beaucoup moins de problèmes de bien-être animal. Les animaux étaient mieux traités. De même que c'est connu que, vous savez, les potagers étaient où il y avait bien plus de pesticides chez les potagers des personnes que chez les agriculteurs parce qu'on n'utilisait pas les mêmes doses. Donc, ce qui est petit n'est pas forcément bien. Et les agriculteurs professionnels, justement, ont été formés et donc sont souvent plus vertueux, même s'ils sont plus gros. Donc, qui dit une augmentation des structures ne veut pas dire forcément une dégradation de l'environnement. Et ça aussi, c'est très important parce qu'il faut que l'agriculture soit à la mesure de ce qu'elle est en train de devenir dans le monde. Une usine aujourd'hui du 21e siècle ne ressemble pas à une usine du 18e, vous voyez. Et donc, pour l'agriculture, c'est pareil. Il faut aussi qu'elle évolue avec son temps, malheureusement. Moi, j'adore les petites exploitations, mais c'est pas évident qu'avec ça, on puisse nourrir la France et puis s'occuper de notre territoire. Donc, il y a plein de fausses idées, je pense, sur tous ces sujets-là. Il faut apprendre à penser autrement. Et je dirais que M. Moreau a critiqué quand même pas mal les écologistes, mais le problème d'aujourd'hui, c'est que cette idéologie, on peut dire un peu, qui va trop loin, est reprise par beaucoup d'élites politiques qui ne sont pas à l'origine des écologistes. Et c'est ça aussi le problème. C'est un peu obligatoire, oui. Oui, c'est bon, mais je pense qu'il y a des structures qui font beaucoup de mal. Les ONG, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'immigration. C'est pas mon sujet, mais les ONG aussi ont un rôle certain. Et je pense que au point de vue environnemental, il faut se méfier de certains acteurs qui ont changé aussi, eux aussi, comme l'agriculture depuis les années 60 et 70, et qui sont devenus aujourd'hui des facteurs de désorganisation. Et donc, il faut, je pense, que les politiques apprennent à avoir une oreille, disons, à écouter d'autres types d'acteurs
et faire un peu attention à ces gens qui sont des activistes et qui font beaucoup de mal aujourd'hui à notre pays. Les grandes ONG, je le redis souvent, font beaucoup de mal à notre pays aujourd'hui. Non, je suis d'autant plus d'accord. Alors, rapidement, Jean-Baptiste Moreau, sinon je vais devoir. Je suis d'accord. Je me suis fait railler parce que j'avais attaqué un certain nombre d'adversaires politiques en expliquant que leur vision de l'agriculture, c'était Martine à la ferme, mais c'était pas la réalité de l'agriculture, parce que aujourd'hui, mon grand-père a vécu de l'agriculture et sur la ferme jusqu'à sa mort. Il faut dire qu'il n'était pas du tout nostalgique des années 50 et 40 de l'immédiat après-guerre où on sortait le fumier à la brouette. Il trouvait formidable la mécanisation, formidable les produits phytosanitaires, ça diminue sa pénibilité considérablement. Et oui, sur les ONG, effectivement, moi je fais un peu d'affaires publiques maintenant, donc je suis un vilain lobbyiste. Quand on est une ONG, on est responsable de plaidoyer. C'est exactement le même métier, on défend des intérêts tout pareil. Moi, mon boulot, c'est d'essayer d'expliquer justement aux politiques qu'il faut écouter la science, qu'il faut écouter les acteurs du rapidement, monde Jean-Baptiste agricole Moreau, et agroalimentaire. C'est ça qui doit orienter les décisions politiques et pas l'air du temps et le buzz médiatique du moment. Voilà. Merci à vous, Jean-Baptiste Moreau, vous êtes agriculteur et ancien député de la Creuse. Et merci à vous, Bertrand Alliot, porte-parole d'Action Écologie.